Bienvenue au magazine Programmer. Programmer, comme vous le savez, depuis sa naissance, depuis 1998, essaye de vous proposer une veille techno, toute actualité du développeur. On va parler aussi des nouvelles technologies, des bonnes pratiques, des outils, des langages, des architectures aussi, parce que sans cela, on ne peut pas développer des applications. Bref, tout l'écosystème, tout l'environnement du développeur. Et nous voulons aussi vous proposer dorénavant une petite émission qui va s'appeler Realize Note. Alors, Realize Note, c'est une émission axée vraiment sur l'actualité des dernières semaines et la veille techno. Pour ce faire, nous aurons quelques invités, un ou deux invités par numéro, pour pouvoir échanger avec eux et leur poser des questions sur les évolutions, ce qui leur a paru le plus intéressant ces dernières semaines. Alors, c'est un format court, c'est un format de 15-20 minutes, pas plus, pour vraiment axer sur la veille techno, sur la technologie proprement dite. Alors, pour ce numéro, en quelque sorte une version bêta, on a profité du salon Open Source Experience pour interviewer un certain nombre de responsables et de développeurs sur différents sujets. On va parler de l'open hardware, on va parler de VOIP open source, on va parler aussi de langage prouvé et de langage fonctionnel. Très bonne émission à tout le monde et rendez-vous à la V1 de Realize Note. Mais profitez de cette émission et on attend avec impatience vos retours. Merci, bon visionnage. Donc Cardia ici, c'est une entreprise qui développe un ordinateur portable modulaire. Donc on n'est pas encore en phase de commercialisation, donc comme on le voit ici, c'est un prototype. Donc le but, c'est d'avoir un ordinateur portable qu'on va pouvoir réparer, faire évoluer très facilement et garder beaucoup plus longtemps. Donc avoir un impact écologique moins. Pour exemple, on peut changer le clavier ainsi que le touchpad de la même manière, donc très simplement. Et c'est tous les deux des composants en open source pour le logiciel et en open hardware pour toute la partie matérielle. D'accord. Alors c'est vrai qu'on t'avait vu il y a 2 ans, en fait on avait eu le projet il y a 2 ans. Qu'est-ce qui s'est passé en 2 ans? Voilà, alors c'est vrai qu'en 2 ans, il s'est passé quelques petites choses. On n'a pas avancé à la vitesse qu'on souhaitait. Il y a eu le Covid, tout le monde l'a vu, ça a entraîné quelques retards par rapport à nos financements, mais on a quand même continué à avancer. Donc maintenant, on a réussi à débloquer quelques fonds soutenus par la région Grand Est, et on a pu avancer sur ce prototypage. Maintenant, on a un nouveau prototype, on a avancé très grandement sur le clavier. Le clavier, on va le sortir sous forme de crowdfunding très bientôt, dans les mois qui vont venir, certainement décembre ou janvier 2022. Donc c'est un clavier mécanique de haute qualité qu'on peut brancher à l'ordinateur portable modulaire, mais aussi à n'importe quel ordinateur, puisqu'on a tout simplement un port micro USB. D'accord. Alors, quelles seront les prochaines étapes? Alors les prochaines étapes, c'est donc ce crowdfunding dont je viens de parler, et après ça va être été 2022, si tout se passe bien, le lancement de l'ordinateur portable modulaire dans son intégralité. D'accord. Et c'est fabriqué en France ou tu as d'autres provenances? C'est en partie fabriqué en France. Donc, pour exemple, on peut prendre l'exemple du clavier en tout premier, c'est le plus simple. On va avoir toute la carte électronique qui est designée chez nous et fabriquée en Alsace. Toute la partie tôle qui est aussi fabriquée cette fois dans le Bas-Rhin. Les parties plastiques elles sont fabriquées par nos soins et l'assemblage et le contrôle qualité finale c'est aussi fait par nos soins. D'accord. Et est-ce qu'au niveau du logiciel, il y a eu des adaptations, des développements? Oui, alors il y a eu des développements. On va rester sur le clavier, par exemple le firmware du clavier ou le firmware du touchpad ont été développés par nos soins. Pour le clavier, on partait d'un fork de QMK firmware, ceux qui connaissent ça sur les claviers, donc pour l'adapter à notre clavier. Pour l'ordinateur dans son ensemble, on a une toute petite partie logicielle qui va être celle qui va un petit peu mesurer l'état de santé des différents composants et aider le client dans le choix de ses composants. Et le reste, c'est du firmware pour quelques cartes électroniques d'extension qu'il y a à l'intérieur. D'accord. Et on a déjà une idée du tarif ou c'est encore un petit peu tôt? Alors pour l'ordinateur portable, pour le moment, ça reste une estimation parce qu'il y a encore du prototypage à faire. On est sur 1 000 € hors taxe en prix d'entrée.
Pour le clavier qui va sortir, c'est encore une estimation parce que malheureusement l'un de nos fournisseurs ne nous a pas encore répondu, donc on n'a pas le prix totalement final, mais on sera aux alentours de 200 € en prix d'entrée sur le clavier. D'accord. Avec différents niveaux de finition ou un seul? Alors, différents niveaux de finition pour le clavier en effet, parce que justement on va pouvoir avoir un clavier hautement personnalisable. On va pouvoir choisir le layout des touches, qu'est-ce qu'on veut imprimer dessus, le layout logiciel, etc. Donc ça peut évoluer en fonction du degré de personnalisation qu'on souhaite avoir. D'accord, ok, super. Merci à toi. De rien. Alors moi c'est Jean Monnier, donc je fais partie du projet Linphone. Donc le projet Linphone c'est un projet d'application de voix sur IP donc, qui permet de faire des communications audio, vidéo et de messagerie instantanée qui est libre. Donc c'est pour l'historique c'est le premier logiciel open source à implémenter le protocole SIP. Voilà, donc ça date des années 2000. C'est disponible sur Linux et aussi sur Android et iOS. Alors, ce qui est intéressant avec ton projet, c'est que tu as des API, tu as aussi un kit de développement. Ça se passe comment? Voilà. Donc, Linphone, c'est l'application, mais Linphone, c'est bâti sur un SDK de voix sur IP qu'on a développé aussi et qui permet à tout un chacun de pouvoir faire sa propre application de voix sur IP. Parce qu'on n'a pas forcément besoin de toutes les fonctionnalités de Linphone, on veut faire des adaptations. Donc, voilà, on y va, on prend le SDK et on code. Alors comment ça se passe? Donc je vais prendre le cas des applications mobiles. Donc il y a deux gros environnements en ce moment, c'est iOS et Android. Donc quand on veut développer, on prend soit le SDK iOS qui sous la forme d'un Cocoa Pod, donc les gens qui font un peu d'iOS voient de quoi je parle, soit ils récupèrent le SDK sous forme d'un dépôt Maven pour ils mettent ça dans Android Studio. Donc ils récupèrent ça, ils prennent la doc, ils vont sur notre site web, on a du tutoriel, ils se forment un petit peu et après c'est parti, ils peuvent directement compiler l'application, la déployer sur Android et commencer à faire des appels. Alors bon, en voix sur IP, il y a la partie cliente mais aussi il y a la partie serveur. Donc on va les aider un petit peu, on met à disposition un serveur qui est basé sur un logiciel qu'on développe aussi qui s'appelle FlexiSIP et qui va leur permettre de créer des comptes SIP et de les utiliser directement dans ce SDK. D'accord. Voilà. Okay. Donc je présume qui dit multiplateforme dit aussi multilangage. Donc c'est du Kotlin, c'est du Swift, c'est du C#. Exactement. C'est-à-dire que le cœur de la librairie est écrit en C et en C++ pour être ultra portable. Par contre, on fournit une couche d'adaptation dans chaque langage. Donc ça va être du Java pour pouvoir faire du Kotlin derrière. On a un wrapper Swift, un wrapper C# pour le monde Windows et on a même du C++ et un Python expérimental pour ceux qui veulent faire plus dur ou de l'embarquer. D'accord. Et pour Python, tu as déjà une idée de la roadmap? Alors pour Python, c'est vrai que on travaille dessus depuis plusieurs années, mais c'est vrai qu'on a un petit peu moins de demandes que sur le mobile, donc on a des protos, il est là, mais on a encore besoin qu'il y ait un petit peu plus d'intérêt pour vraiment travailler dessus. Mais ça pourrait venir en 2022, on va dire, sachant qu'il y a déjà possibilité, si on farfouille dans le Git, de trouver des choses. Est-ce que tu peux nous donner 2-3 exemples d'usages que l'on peut faire au niveau intégration? Voilà. Alors, par exemple, ça peut être dans l'interphonie, c'est-à-dire que si on peut vouloir développer une application qui va répondre quand quelqu'un sonne à la porte. Donc là, ça peut se faire au-dessus de notre SDK de voix sur IP. On peut même aussi dans l'embarquer si on a besoin de faire un talkie-walkie à partir d'un Raspberry Pi ou ce genre de choses. Embarquer le SDK, le brancher sur le micro et hop, on a un petit terminal de communication indépendant. D'accord. Ça, c'est ce genre de choses qu'on peut faire. D'accord. Et quel est un petit peu ton modèle économique? Parce que je présume que tout n'est pas accessible comme ça. Non. Alors, donc l'entreprise, on a monté une entreprise en 2010 autour du logiciel Linphone, toujours en open source, et on utilise, je dirais, les 3 leviers des entreprises open source, c'est-à-dire le support, comme Red Hat, on fournit beaucoup de support. Après, on a une équipe de développement qui peut faire des adaptations dans la librairie ou dans l'application, donc on fait du dev sur mesure. Et puis le dernier levier, c'est la double licence. Donc comme MySQL en son temps, on propose aussi
aux développeurs qui ne veulent pas publier leurs modifications en open source, et ben finalement d'acheter ce droit et ben, finalement de financer le projet. D'accord. Alors, tu nous as parlé beaucoup des apps mobiles. Est-ce qu'on peut aussi utiliser tes API, tes SDK sur du desktop ou sur des apps web? Alors, sur du desktop complètement, c'est-à-dire qu'on a le C# pour Windows, le C++ et le C sur Linux, ou même sur Windows, ou sur Mac. Donc il n'y a pas de souci. Après, sur le web, je dirais que pour le moment, on a quand même fait le choix de rester en client lourd parce qu'on n'a pas vraiment voulu. Enfin, c'est pas qu'on n'a pas voulu, mais à une époque, on a essayé de s'intégrer dans les navigateurs. Alors, là, je vais parler pour les anciens via la NP-API. Et on avait un wrapper JavaScript, mais bon, maintenant c'est plus possible avec le retrait de la NP-API. Donc on reste un petit peu dans les clients lourds. On peut développer sur PC, il n'y a aucun souci, mais ce ne sera pas dans un navigateur. Alors, une question bonus. Tu as entendu parler de Flutter, je pense. Oui. Alors, est-ce qu'on peut utiliser ton outil avec Flutter? Alors, je dirais oui, mais on n'a rien fait pour aider. Je dirais que nous, notre stratégie multiplateforme, c'est plutôt Xamarin. C'est-à-dire dans la liste, on a un wrapper C# qui s'intègre en Xamarin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a fallu faire un choix et on s'est dit, bon bah voilà, pour faire du multiplateforme sur mobile, eh ben, on est parti sur Xamarin. Voilà, donc c'est ça la réponse. Si on veut faire du iOS Android avec un langage commun, on le fait en C# avec Xamarin Form et ça roule. D'accord. Ok, super. Merci à toi. Je t'en prie. Merci d'être là. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Bonjour, je suis Yves Berthaud, je suis chercheur à l'INRIA, en fait maintenant je suis directeur de recherche. Ça fait 30 ans que je travaille là et ça fait à peu près autant de temps que j'utilise le système Coq, donc je l'ai suivi depuis les premières étapes de conception jusqu'à son succès récent. D'accord. Et Coq c'est quoi? Alors Coq c'est un langage de programmation dans lequel on peut mettre dans les mêmes documents la partie algorithmique d'un programme et la partie qui explique comment le programme fonctionne et la partie preuve qui explique pourquoi le programme remplit les besoins pour lesquels on l'a conçu. Donc en fait c'est quoi? C'est du fonctionnel, c'est de la programmation prouvée ou c'est un petit mélange de tout ça? Donc c'est de la programmation prouvée et une partie des propriétés qu'on pourrait vouloir garantir pour un programme sont déjà garanties par le fait qu'on utilise un langage fonctionnel. Donc le fait d'utiliser des trucs de données algébriques, ça fait qu'on n'aura pas de bugs qui viennent de manipulation de pointeurs ou de choses de ce type. C'est aussi un langage dans lequel on garantit la terminaison des programmes. Donc on n'aura pas de programme qui boucle pour toujours. Même si au fond, pour des problèmes de complexité, parfois c'est le temps d'exécution qui est le problème, pas le fait que ça ne va pas s'arrêter. Et donc ça c'est la partie fonctionnelle nous garantit déjà une certaine partie, mais en plus de ça, on est capable d'exprimer des propriétés sur les données retournées et montrer que ces propriétés sont toujours satisfaites dans tous les cas d'utilisation. D'accord. Et aujourd'hui, dans quel cas de figure la programmation prouvée peut être vraiment intéressante? Alors il y a plusieurs domaines où c'est important. Il y a des domaines où on écrit un programme qu'on n'a pas la possibilité de vérifier par ailleurs. Donc par exemple, si on écrit un programme qui va chercher à vérifier la bonne implémentation d'une fonction mathématique sur toutes les données possibles en entrée, c'est-à-dire sur tous les nombres flottants. Lorsque les nombres flottants sont des nombres sur 32 bits, c'est quelque chose qu'on sait à peu près faire maintenant. Mais si les nombres flottants sont des nombres sur 64 bits, en fait ça échappe à nos capacités de calcul. On est capable de faire tourner le programme une fois, mais on n'est pas capable aisément d'écrire un deuxième programme qui va faire la même chose et avec lequel on pourra comparer. Et donc dans ce cas-là, c'est utile d'avoir la garantie que pour la seule fois où on est capable de faire tourner le programme, il fait exactement ce qu'on veut. On n'a pas suffisamment de possibilités pour garantir les résultats par des tests supplémentaires. Donc Coq, c'est un projet de l'INRIA, je présume. Oui. Et quel est aujourd'hui l'usage que l'on peut en faire? Donc l'usage qui en a été fait correspond à tous les domaines de la vie moderne, des hautes technologies. On a des programmes critiques, des programmes dont l'échec
de fonctionnement pourrait provoquer soit des très grandes pertes financières, soit des pertes de vie humaines, soit des accidents majeurs. Donc ce programme intéresse des organismes en France comme le CEA, des organismes qui s'intéressent à tout le commerce électronique. Donc ça a été utilisé il y a déjà presque une vingtaine d'années pour vérifier des protocoles de commerce électronique. Une application à laquelle on a pensé récemment, par exemple, c'est est-ce qu'on est capable de vérifier qu'un compilateur n'introduira jamais de bug dans les programmes compilés. Et donc il existe un compilateur pour le langage C, donc un sous-ensemble significatif du langage C, qui produit des programmes pour lesquels on a la garantie que le sens initial des programmes a été respecté. D'accord. Alors, est-ce que c'est plutôt dédié effectivement aux chercheurs, à la très grosse aussi industrie, ou est-ce qu'un développeur peut utiliser ce genre de programmation ou de philosophie? Donc nous, on organise régulièrement des colloques où les gens se rencontrent et on est parfois surpris de voir que des organismes, des entreprises industrielles utilisent Coq parce que ça leur permet d'avoir de meilleures garanties sur les programmes qu'ils fabriquent. En fait, c'est toujours un peu, il y a un compromis entre ce qu'on arrive à obtenir rapidement et ce qu'on arrive à obtenir de façon sûre. Et quand on a un programme qu'on obtient pour lequel on a des garanties de sûreté, en fait on gagne du temps sur le long terme. Et donc certains industriels sont convaincus par ce genre de choses. Donc l'entreprise à laquelle je pense, c'était Schneider Electric qui a des bureaux en Bulgarie et les gens là-bas avaient décidé de vérifier une partie des logiciels qu'ils utilisaient. Donc ça arrive que les industriels l'utilisent, mais pour l'instant, je dois dire que la majeure partie des projets majeurs qui ont été réalisés avec, tous ceux que je connais, mais peut-être que j'ai un biais à cause de mon parcours académique, sont essentiellement dans le monde académique. On cherche à faire des études de faisabilité dont on espère qu'ils intéresseront énormément le tissu industriel. Maintenant, il y a un tissu industriel émergent pour lequel Coq est très très important, c'est le tissu des blockchains. Il y a beaucoup d'entreprises maintenant dont le business model tourne autour de la blockchain, et dans les blockchains, surtout avec la notion de smart contract en anglais, avec cette notion-là, on a aussi des programmes dont l'impact financier peut être énorme et qui sont des programmes de relativement faible taille. Et donc on est à un endroit où le coût de la preuve formelle devient très très rentable au regard des risques des erreurs encourus par les erreurs. Super. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi.